Alors bonsoir à tous et de nouveau bienvenue à la pharmacie de Sauternes. On est ravis de vous recevoir ce soir et donc je vais me représenter du coup pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je suis Antoine Boisseau, pharmacien titulaire depuis 16 ans à Sauternes et donc avec mon équipe on a toujours à cœur d'essayer de vous faire vivre de nouveaux événements, de nouvelles innovations innovantes et qui intéressent le grand public. Ce soir, on vous propose donc une conférence pour vous faire découvrir comment reconnaître un champignon et éviter les incidents. En France, au cours de l'année 2022, on a recensé plus de 2000 intoxications accidentelles liées à la consommation de champignons au cours du deuxième semestre et ces chiffres ne font qu'augmenter. On est donc là aujourd'hui pour vous aider à éviter donc au programme de la soirée, donc on va commencer premièrement par la découverte des principaux champignons de nos forêts, donc reconnaissance, différenciation, découverte des clés qui nous permettent de les différencier, avec donc Monsieur Descendu, je vous présenterai après. Des travaux pratiques de reconnaissance avec tous les champignons frais qu'on a à disposition avec l'aide de Monsieur Boyer ici présent. Monsieur Descendy reprendra la parole pour nous présenter donc, le mycétisme et les principales intoxications et des possibles confusions entre les champignons. Enfin, je vous expliquerai comment ramasser des champignons, les bonnes pratiques. Je vous présenterai quelques ouvrages que vous pouvez vous procurer facilement et qui vous aideront au quotidien éventuellement. Et je vous présenterai quelques sorties qu'il y a dans le secteur, ou quelques animations auxquelles vous pouvez aller participer librement, directement en nature ou des expositions pour découvrir ou redécouvrir les champignons. Donc pour tout ce programme, on a fait appel à des gens qui ont consacré leur vie ou une partie de leur vie aux champignons. Donc je vous présente Monsieur Descendy, ici présent, donc qui est maître de conférences, enseignant de mycologie et de biotechnologie à la faculté de pharmacie de Bordeaux et à l'Institut de la vigne et du vin. Oui, c'est ma deuxième casquette. Deuxième casquette, voilà. Je suis bien là ici. Hein. Voilà. Voilà, on n'est pas mieux. Et Monsieur Boyer, ici présent, donc membre et cofondateur du CEMA, donc le Cercle d'études mycologiques d'Aquitaine. Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire de mycologie de Lille et vous faites des sorties très régulièrement un peu partout en France et notamment pour l'ONF également, me semble-t-il. Donc bonsoir messieurs, maintenant on va pouvoir attaquer les explications. Je vous laisse la petite télécommande, Monsieur Descendy. Ah ben voilà, on a oublié de s'appeler. Voilà. On va vous écouter maintenant. Je vais faire un petit topo, c'est voilà, comment on reconnaît les champignons. Hein, voilà. Il faut savoir que les champignons que l'on voit, ce n'est que la partie immergée du champignon, ce n'est que les sporophores, sinon le champignon se trouve dans le sol sous forme de petit mycélium, qui se voit à peine. Et ce mycélium-là, il va vivre pendant des années, à peu près au même endroit. C'est pour ça que les fameux coins à cèpe, etc., ils se trouvent toujours au même endroit, parce que le mycélium du cèpe se trouve là. Hein, voilà. Et chaque année, au même moment, aux périodes propices au niveau de la météo, quand il fait un petit peu humide, quand il fait un peu moins chaud par rapport à l'été, les sporophores sortent du sol. Et voilà. Donc moi, je vais vous expliquer un petit peu les grands principes de base pour reconnaître justement les champignons grâce au caractère morphologique des sporophores. Donc le but du jeu, hein, voilà, c'est d'arriver à, justement en regardant les petits détails sur le gros sporophore, à identifier le nom du champignon. Pour résumer, donc là c'est là qu'on trouve des décennies et voire même parfois même des siècles. Et puis donc à la faveur de bonnes conditions météo, notamment en automne, eh bien ce mycélium va se mettre à proliférer et vous allez avoir un sporophore. Là c'est l'exemple d'un champignon qu'on appelle le copain chevelu, Coprinus comatus.
Voilà, donc cette chose-là, en fait, ça va vivre que quelques jours dans toute la vie du champignon. Imaginez que le mycélium, ça soit un arbre, un pommier. Et le sporophore, le copra chevelu que vous voyez, bah, c'est le fruit du pommier. Donc des pommes, il y en a une fois de temps en temps, puis après le reste de l'année, il y a quand même le pommier qui reste. Voilà. C'est un peu ça le principe. Alors, pour reconnaître les champignons, déjà la première chose, c'est l'allure générale. Rien que par ça, ça permet de faire un tri. Hein. Vous allez avoir des champignons, par exemple comme les pézises, qui sont des formes de coupe. Les gyromitres, les morilles, c'est pareil, ça a une tête vraiment très particulière, c'est facile à reconnaître au premier abord. Les clavères, c'est des formes de petits buissons. Les sclérodermes, c'est des formes de boules. Vous avez les lycoberdons, c'est un peu la même chose, hein. C'est une boule avec une espèce de petit pied. Puis après, vous avez tous les champignons avec un pied ou un chapeau. Alors là, on n'est pas sorti d'auberge pour pouvoir les identifier. Alors par exemple, là, voilà, une pésise, on coupe. Vous êtes tellement grand que vous voyez rien, je vais vous mettre sur le côté. Voilà, donc, vous voyez, une pésise, je vous disais, voilà, c'est une forme de coupe. Celle-ci est orangée, alors on peut assez facilement trouver son nom. Hein, donc ça, c'est la pésise orangée. Le reliard en là. Une autre pésise, avec son bord un petit peu déchiqueté, la pésise étoilée. C'est d'ailleurs un champignon très toxique, voilà, qui peut être même mortel. La gyromitre, là c'est pareil, facile à reconnaître rien que par le premier coup d'œil. Hein, c'est un très joli champignon. Alors, elle s'appelait autrefois voilà, Gyromitra esculenta parce qu'elle avait très très bon goût. Le problème c'est que c'est un champignon mortel. Hein, si on en mange un peu trop souvent, voilà, on est mort. Les morilles, ça vous connaissez les morilles. Alors ça c'est les champignons de printemps, hein, comme Gyromitra d'ailleurs. Donc voilà, ça se reconnaît facilement avec ces alvéoles au niveau de la tête, c'est assez facile. Hein. Alors après, il y a plusieurs types de morilles. Là, il y a celle-ci, c'est la vulgaris, mais il y a rotunda, il y en a plein d'autres. Hein, au moins on a trouvé, on était dans le genre. Voilà. Alors je fais un petit aparté. Au niveau mycologique, le genre, c'est le premier grand mot hein, du champignon. Là, c'est Morchella ou Morille. Et vulgaris, c'est le nom d'espèce. Hein, donc il y a Morchella vulgaris, il y a Morchella rotunda, il y a Morchella conica, etc. Donc, peu importe. Dans l'assiette, ça fait pareil. Il faut bien le faire cuire, par contre, mais ça fait la même chose. Buisson, une clavère. Hein, il se trouve en plus que cette clavère-là, elle est toxique. Elle provoque de sévères gastro-entérites. Voilà. Là, vous avez une langue de bœuf. C'est pareil, c'est facile à reconnaître. Hein, tout simplement par la forme. Voilà, Festimina hepatica. Il y a des gens qui mangent ça. Oui, j'en ai mangé. Voilà. Là, c'est un scléroderme, vous voyez, tout en boule. On l'a coupé en deux à côté. Là, on voit à l'intérieur la masse noire, donc c'est les spores du champignon. Et voilà, ça se présente comme ça. Bon, ça, on ne mange pas ça, mais les animaux, l'hiver, vont manger. Les cerfs, les chevreuils, les sangliers, etc., vont manger ça. Une forme voilà, très particulière, en étoile de mer, comme ça, ben, c'est facile aussi à reconnaître. Hein. Et ça se reconnaît déjà rien que par l'odeur. À quelques mètres avant, mais ça pue. C'est infâme. C'est infâme. Et donc, bien sûr, ça ne se mange pas, mais c'est quand même un champignon quand même, rigolo. Hein. Toujours aussi dans les champignons qui ont des formes très particulières, vous avez bien sûr le Phallus impudicus, qui lui aussi mais sent horriblement mauvais. Hein. Il y a des oiseaux qui mangent l'intérieur du phallus quand il est tout petit, quand il est encore sous forme de boule, mais franchement, ça ne m'inspirerait pas vraiment. Bien, on a vu les grandes formes. Hein. Alors, vous avez maintenant les champignons avec un pied et puis un chapeau. Hein. Alors, ça va être un petit peu compliqué, donc on va regarder ce qu'on appelle l'hyménium, la partie fertile du champignon, c'est là où se trouvent les spores. Alors, dans les pézises, si je reviens à des champignons qui avaient des formes un petit peu simples à reconnaître, dans les pézises, à l'intérieur de la coupe, c'est tout lisse, et donc c'est là où va se trouver les spores du champignon, et voilà, c'est comme ça, c'est lisse chez les pézises. Les pieds de mouton, je ne sais pas si vous connaissez un peu les moutons, sous le chapeau, il y a des petits aiguillons. C'est pareil, c'est caractéristique donc, voilà, des pieds de mouton. Bien sûr, les bolets et les polypores, bah, sous les chapeaux, vous allez avoir des tubes qui se terminent par des pores. Alors, vous connaissez tous le cèpe de Bordeaux ou autre, c'est pareil, c'est assez évident. Par contre, pour différencier les différents bolets, c'est pas si évident que ça, c'est pas si simple non plus. Hein. Déjà, pour trouver, voilà, on est chez les bolets, quand on a un pied, un chapeau, et sous le chapeau, des tubes avec des pores. Les chanterelles, notamment la girole, il
n'y a pas de lame, ce n'est pas de véritables lames, c'est des plis très épais, donc c'est des fausses lames très, très particulières. Hein. Et puis après, vous avez tous les champignons qui, sous le chapeau, vont avoir des lames. Alors vous avez plein, des amanites, des agriques, champignons de Paris, voilà, il y en a plein, plein, plein. Et là, c'est compliqué à pouvoir s'en sortir. Voilà. Donc voilà, exemple, couper en deux cette pésise étoilée, hein, tout ce qui est noir, lisse, c'est l'hyménium, ou hyménophore. Les aiguillons donc, du pied de mouton, rien que pas ça on en connaît. Les tubes terminés par des pores, donc chez les bolets. Alors vous voyez, je vous ai dit chez les bolets, mais là on n'est pas chez Boletus, on est voilà, chez un champignon qui s'appelle Xerocomus, c'est un genre parmi les bolets. D'ailleurs celui-là il ne se mange pas du tout. Hein. Un polypore, vous voyez, c'est des champignons qui sont très très durs, qui vont pousser notamment sur les troncs d'arbres. Hein. Voilà, donc ça ne se mange pas du tout, mais voilà, sous le chapeau, vous allez avoir des tubes, des pores, etc. C'est dur comme la pierre. Ouais. Et alors justement, hein, pour comparer, ici à gauche, vous avez la girole, hein, Cantharellus subarius, hein, avec des plis tout fripés, etc. Donc c'est des fausses lames. Et à côté de ça, vous avez un champignon qui lui ressemble beaucoup, voilà, comme pratiquement presque 2 gouttes d'eau. Là, il a des vraies lames très très fines, très serrées, et des lames qui font des Y. Hein, donc c'est la fausse girole. C'est pas bon du tout. Mais heureusement, c'est pas toxique, parce que pour se tromper, c'est quand même pas évident, hein, évident de faire la différence. Hein, voilà. Mais c'est régulier, non? Oui, vous avez des Celui-là, grecs, c'est vous très avez des régulier, grecs là. réguliers. Le bord, il n'est pas le même non plus. Voilà, hein, vous voyez, hein, les petits Y, comme ça plusieurs fois. Très fins, très serrés, des petits Y. Non. Hein, voilà. Donc, voilà, ça se mange pas, mais heureusement, c'est pas toxique. Alors, donc, si vous avez un champignon qui a des lames, on regarde sur le sporophore s'il n'y a pas la présence de signes un petit peu particuliers. Ce qu'on appelle des volves, des anneaux, des armides, qui sont des sortes d'anneaux, des cortines, etc. Tout ça, ça provient de ce qu'on appelle le voile général et le voile partiel qui vont protéger le sporophore quand il est tout jeune, quand il est tout bébé. Vous allez voir avec ce dessin. Hein. On part d'un mycélium, il se met à proliférer parce que c'est la bonne période de l'année. Donc il prolifère. Vous allez avoir un jeune sporophore, hein, comme s'il était protégé par une coquille, une première enveloppe. La première enveloppe, donc, c'est le voile général. À l'intérieur, notamment c'est le cas des amanites, vous allez avoir le petit sporophore qui protège ses lames, donc tout autour du chapeau, donc avec un deuxième voile qu'on appelle le voile partiel. Et quand cette amanite va se développer, elle va déchirer son voile général et son voile partiel. Ce qui fait que le voile général, ça va donner la volve qui est à la base du pied, et éventuellement sur le chapeau, les petits points blancs. Hein, les petits points blancs sur le chapeau rouge de la mine-tumouche, hein, le champignon des cheveux. Voilà. La volve à la base, voilà, membraneuse en sac qu'on peut retrouver chez la manite phalloïde. C'est pour cette raison que quand on veut déterrer, enfin, quand on veut cueillir les champignons, je vous conseille de les déterrer, hein, de bien les sortir du sol pour ne pas laisser une volve dans le sol. Je vous dis, il y a le mycélium qui va vivre pendant des années. Donc, vous n'allez pas du tout embêter le champignon en lui cueillant ses sporophores. Hein. Donc, allez-y, sortez bien correctement les sporophores du sol pour justement ne pas passer à côté d'une volve et éventuellement passer à côté d'un risque d'intoxication grave. Ah, donc c'est une légende urbaine, comme quoi il faut couper au pied. Oui, tout à fait, totalement. Vous faites une cerise, si vous laissez un peu sur l'arbre, la cerise ne va pas repousser non plus. Voilà, C'est ça. voilà, si vous la laissez rester sur l'arbre, ça ne donnera rien. Voilà, tout à fait. Hein. Alors, exemple d'après photo, voilà, vous avez 3 amanites des Césars. La jeune amanite des Césars ici, donc avec son voile général qui se déchire, on le voit ici, et ça laisse la volve à la base. Vous avez ici le voile partiel qui se déchire et qui laisse l'anneau. Voilà, tout bêtement. Il en a Là, par ici, ça? ça marche chez les amanites parce que les amanites, elles ont donc un voile général et un voile partiel qui donne une volve et un anneau. Chez d'autres champignons, il n'y aura pas de vol, il n'y aura pas forcément d'anneau. C'est tout le temps variable selon l'orientation solaire. C'est numéro 1. C'est alors voilà, vous tombez sur un champignon qui a une volve et un anneau, vous tombez chez les amanites à tous les coups.
d'accord? Et parmi les amanites, justement, attention, danger, vous pouvez tomber sur l'amanite phalloïde, qui est le champignon le plus dangereux qui soit, d'accord? Responsable à peu près de 95% des intoxications mortelles dans le monde. Ça ressemble à la coulmelle alors. Ah non, 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 justement, on verra, justement, hein. La coulmelle, alors, justement, les amanites ont une volve. Les volvaires ont une volve. Par contre, les agariques, les lépiotes, dont la coulmelle, elles n'ont pas de volve, mais elles ont un anneau. Voilà. Un anneau qui n'est pas un Voilà, anneau qui n'est magique, pas du tout la même. un On anneau va voir blanc. ça. Voilà. Un anneau séparable du chapeau. Alors, si on s'attarde justement sur la volve, hein, si on a bien déterré le champignon, eh bien vous allez avoir des volves engainantes ou des volves en sac chez quelques amanites comme l'amanite phalloïde, l'amanite printanière, Verna, la vireuse, Virosa. Donc c'est les trois amanites mortelles les plus dangereuses. Voilà. Et puis d'autres amanites, bon, Amanita vaginata, et surtout, voilà, je recite, l'amanite des Césars. L'amanite panthère aussi, bien. C'est pas la même volve, d'ailleurs c'est pas tout à fait la même volve. Ouais. Donc volve en sac membraneuse, comme le petit schéma, hein, ou comme sur la photo, on a ce type d'amanite. Déjà, vous voyez, on avance un peu plus que du genre, on va carrément à l'espèce de champignon. Chez l'amanite citrine, là, la volve, elle est toute rigolote, ça fait comme une espèce de gros rond, très très gros rond, qui a un petit rebord. On parle de volve circoncis, c'est assez caractéristique. C'est méchant ça aussi. Donc ça permet de faire la différence, voilà, entre cette amanite-là et éventuellement une amanite phalloïde, une amanite blanche. Je sais pas, aucun de mes comestibles. Ça pourrait être comestible. Hein. Une fois cuit, ça peut être comestible. Mais les risques de confusion sont risqués et on ne fait pas. Voilà. Hein. Quand on sait, comme disent les Belges, quand on ne sait pas, on ne va pas. Hein. Donc là, la fameuse amanite panthère, elle a une volve, mais une volve différente des autres. On dit qu'elle est friable. Voilà, ça donne souvent ça, hein, un volve friable, avec un anneau friable, ce qui fait qu'on a l'impression souvent ça fait des bourrelets, comme une chaussette qui retombe, comme voilà, les bas qui plissent. Hein, c'est vraiment caractéristique. Voilà. Outre le fait que son chapeau est marron, qu'il y a des petites verrues blanches, voilà, il y a tout ça qui est en ligne de compte pour pouvoir reconnaître le champignon. Au niveau de l'anneau maintenant, c'est vrai, suivant la forme de l'anneau, on peut s'orienter vers tel ou tel champignon. Les agariques et les amanites, eh bien, ils ont des anneaux, ils ont des anneaux membraneux qui descendent, qui pendent, là comme là, d'accord? Le champignon de Paris, c'est comme ça. Hein, l'agarique des jachères, c'est comme ça. Les armillaires, eux, par contre, alors c'est un peu différent, c'est toute la membrane extérieure du champignon, donc ce qui constituait le voile général, donc qui remonte et qui fait un anneau comme si c'était une grande collerette. Voilà. Donc ça, on trouve ça donc, chez les armillaires. Et justement, on en parlait, on évoquait tout à l'heure, la grande coulmelle, la lépiote, hein, donc Macrolepiota, eh bien, comme vous l'avez sur la photo, on a un anneau donc un petit peu membraneux, hein, ou moins pelucheux, qui peut se décoller un petit peu du pied et on peut le coulisser sur le pied. C'est une des caractéristiques de cette grande lépiote. Donc c'est vraiment très particulier. Hein, très particulier. Alors, on a aussi la cortine. La cortine, donc c'est issu du voile donc, partiel du champignon. Donc c'est un ensemble de plein de petits fils, de petits filaments qui vont protéger les lames et donc les spores du champignon. Et quand le sporophore va se développer, les petits filaments vont se déchirer et on a peut-être des fois la chance de voir... je me suis trompé encore. Voilà. On a peut-être des fois la chance de voir des petits filaments voilà, de couleur un petit peu rouille. Parce qu'il se trouve que ces champignons-là, les cortinaires, voilà, par exemple, ils ont des spores de couleur rouille, et donc les spores qui sont très petites, très fines, elles tombent sur les filaments et ça colorie les filaments voilà, en rouille. Mais c'est pas du tout facile à voir. Alors, je vous ai évoqué là, à l'instant la couleur des spores. Voilà, et ben, en fonction de la couleur des spores et de la couleur des lames, parce que c'est lié, hein, voilà, on peut justement trier les champignons. Alors, pour être sûr de la couleur des spores d'un champignon,
Ben, on prend son sporophore, on peut couper son chapeau, on pose ça sur une plaque de verre et on laisse ça pendant quelques jours. Les spores à maturité vont tomber sur la plaque et ça va faire de la poudre, hein, une empreinte, de la poudre sur la plaque et des poudres de couleurs différentes. Notamment, par exemple, vous allez avoir des spores blanches chez les amanites, les tricolomes, les clitocides, les arminaires et les pleurotes. Alors que vous aurez des spores roses chez les antholomes, les volvers, les plutés, les clitopiles, les spores ocre-rouille. Alors ça dépend, il y en a certains que c'est ocre, des fois ça peut être rouille, ça peut être variable. Les ébélos, par exemple, c'est ocre. Les cortinaires, c'est plutôt rouille. Les paxilles, c'est plutôt rouille. Les foliotes, il y en a certaines, c'est ocre, d'autres, c'est rouille. Ensuite, des spores noirs. Alors, les agariques, je vous en reparlerai un petit peu après. Les agariques, à maturité, les spores sont noirs. Les ipholomes, c'est pareil, c'est noir, etc. Les coprins, c'est noir. Les psathyrelles, c'est noir à maturité. Alors, parfois, c'est pas évident. Ça, c'est pas évident parce que la couleur des lames, elle peut être différente de la couleur des spores. Par exemple, chez le Tricoloma équestre bidao, donc Tricoloma equestré ou Tricoloma oratum, les lames sont jaunes, mais jaunes vraiment comme du beurre. Et les spores sont blanches, ce qui fait que c'est le jaune qui domine sur le blanc. De même, le petit laquaire améthyste, il a des lames violettes, c'est un champignon qui est tout violet, tout mignon. Il a des spores aussi blanches, donc c'est le violet qui domine sur le blanc. Dans le cas des agariques et des coprins, donc voilà, agarique, le champignon de Paris par exemple, eh bien au départ, les lames sont blanches, crème. Petit à petit, les lames vont devenir roses. Et ensuite, à la fin, ça devient chocolat au lait. Et ensuite, ça devient complètement noir. C'est dû à l'évolution de la couleur des spores avec la maturité du sporophore. Voilà. Donc, il faut toujours faire la part des choses. C'est pour ça la couleur des lames et ou des spores permet d'identifier un champignon. Mais il faut savoir où on en est de la maturité du champignon aussi. Alors là aussi, c'est un critère, un détail qui est très délicat. Il faut avoir des fois un œil bien exercé. Chez les amanites et les agariques, si on regarde le sporophore de profil, les lames, elles sont un petit peu arrondies comme ça et elles ne se collent pas aux pieds. On dit qu'elles sont libres. Voilà. Chez les lépiotes, notamment chez la coulmelle, les lames sont écartées du pied. Donc si vous regardez, vous verrez que autour du pied, il y a une espèce de grand sillon de 1 mm ou 2 mm d'épaisseur. Donc pour noter cette séparation entre la lame et le pied. Ensuite, vous allez avoir des champignons qui ont des lames soudées au pied. On dit qu'elles sont adnées ou adhérentes. Ça, c'est le terme scientifique. Donc on trouve ça chez les laquaires, les mycènes, les marasmes. Les marasmes rhizoïdes, le moustron d'automne, il est un petit peu comme ça, quoique c'est un petit peu plus compliqué que ça d'ailleurs. Ensuite, vous allez avoir parmi les champignons à lames soudées au pied, adnées ou adhérentes, vous allez avoir une petite particularité avec des champignons qui ont des lames échancrées ou émarginées. C'est-à-dire que la lame, vous voyez, elle fait ça, elle remonte et elle va se ressouder au pied, de manière de profil. On trouve ça donc chez les tricolomes, les antholomes, les ébélos, chez certains cortinaires aussi, et puis peut-être quelque part aussi chez les marasmes, chez certains marasmes. Ensuite, on a les lames qui viennent se descendre sur le pied, se coller sur le pied en descendant. On dit que les lames sont décurrentes. On trouve ça chez les clitocides, les clitopiles, les pleurotes ont des lames très, très décurantes. Les paxilles aussi. Les paxilles ont des lames très, très décurantes. Et à la limite, les russules et les lactaires, ils ont des lames soudées au pied, mais parfois un petit peu subdécurantes. Surtout quand le chapeau se lève un petit peu, ça fait cet effet-là. Alors, vous voyez, quelques exemples des lames libres. Voilà, coupé en deux un agarique. Vous voyez la lame, elle n'est pas soudée au pied, elle n'est soudée que au chapeau. Là aussi c'est pareil, là on a une amanite, sans doute une amanite panthère d'ailleurs, mais peu importe. Vous voyez, ce micro-sillon, ça signifie que la lame n'est pas soudée au pied, elle est libre. C'est comme ça qu'on peut la reconnaître. Lame écartée du pied, donc on a ça donc, chez les lépiotes. Et là, par exemple, chez un autre champignon qu'on appelle une plutée, vous voyez, la lame est vraiment très écartée du pied.
Lame soudée au pied, on a par exemple ça, cet exemple chez ces colibris. Vous voyez, donc là vous avez le schéma et vous avez la réalité. Hein, la lame qui vient se souder au pied, lame adnée. Lame échancrée, alors on peut voir ça chez cet antholome, l'antholmide, qui en passant c'est un champignon très toxique qui peut se confondre avec des agariques, avec plein d'autres champignons, et ça provoque de très sévères gastro-entérites. Hein. À Cuba, on parlait de Fidel Gastro d'ailleurs. Donc voilà, donc lame bien échancrée, hein. Et puis il y a des reflets roses, donc sport rose, c'est un moyen voilà, les grands moyens d'identifier. À côté de ça, vous avez le tricolome équestre, hein, le vidéo. C'est pareil, hein, regardez, ça fait un petit peu bombé, ça redescend, ça fait comme une espèce de vague là, et ça vient quand même se souder au pied. Donc ça fait vraiment ce mouvement-là. Voilà, l'échancrure. Lame décurrente. Il n'y a rien d'autre à dire. Hein, là, on les voit bien avec les lames qui descendent sur le pied. Donc vous avez les clitocides, vous avez aussi le clitopile, vous avez les paxiles qui sont comme ça, les pleurotes. Voilà. Avec ça, avec une clé de détermination, voilà, vous avez déjà trié les bolets, vous allez mettre de côté, ça semble au départ évident, mais je vous ai dit, c'est pas évident d'arriver jusqu'au sous-nom du bolet, hein, voilà, savoir faire la différence entre les gros bolets, cèpe de Bordeaux, le tête noire, etc. Voilà, c'est les grands bolets, le satanas, si c'est pareil, ça fait partie du genre boletus. À côté de ça, il y a d'autres champignons parmi les bolets. Le bolet des Bouviers, c'est un Suilius. Hein, c'est un bolet qui est beaucoup plus petit, qui a un pied beaucoup plus petit, etc. Puis avec un chapeau qui est un petit peu gluant parfois, un petit peu, voilà, hein, puis pas terrible. Vous avez le bolet B, c'est pareil, c'est autre chose. Hein, c'est un autre genre de bolet. Donc si je reviens sur les champignons en général, les couleurs. Les couleurs, des fois, elles sont évidentes. Normalement, une tumouche, chapeau rouge, des petits points blancs, hyper facile. Quoique, vous voyez ici, celle-ci, c'est aussi une tumouche. Et pourtant, elle est un petit peu décolorée et tire vers le orangé. Et puis si, quelquefois, on ne voit pas ce truc-là, on ne fait pas attention à ces petites verrues blanches, eh bien ça, on peut confondre avec une Amanidés César. La tumouche, elle est très toxique. Les Césars, c'est le meilleur des champignons. C'est la photo que je vous avais montrée tout à l'heure. Voilà. Et d'ailleurs, là, là, ce qu'on a ramassé, vous verrez, là, il y a une confusion possible avec une Amanidés César. Les odeurs des champignons, c'est aussi un moyen de les identifier. Hein. Donc, il y a des super bonnes odeurs. Alors, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, les plus agréables, par exemple, les odeurs d'anis. Vous avez un petit champignon dans les tons un peu bleu-vert avec des lames décurantes, c'est Clitocidés odora. Ils sont vraiment très bons à l'anis. Vous avez Agaricus sylvicola, hein, donc qui est un agaric sauvage, des forêts. Hein, voilà. Eh bien, il sent très bon aussi l'anis, très agréable. Odeur aussi très agréable, voilà, de gâteau à la frangipane, hein, voilà, de gâteau basque à la crème. Hein. Eh bien, voilà, c'est l'agaric Auguste, voilà, avec plein de mouchetures, c'est un gros agaric. Il sent très bon. Ah, ça, il sent très bon. Mais par contre, vaut mieux pas le manger. Hein, c'est pas très bon. Voilà. Je ne sais pas s'il donne vraiment des gastro, mais en tout cas, il a vraiment un méchant goût de carton, c'est pas très agréable. Odeur de rave de pommes de terre crue chez la manite citrine. Hein, donc ça, c'est assez courant. Mycena rosea, c'est un champignon qui sent aussi la rave, mais avec une note un petit peu d'ail aussi. Hein, mélange, voilà. En dessous, vous avez les ébélomes, notamment ébélome. Ah, je me suis trompé. Donc voilà, Ebelloma synapisans. Donc là, c'est pareil, ça a une odeur de rave, mais allant presque vers le caoutchouc brûlé. Hein. Donc, alors, je reviens là-dessus. Tiens, j'en profite. Regardez les lames qui sont là. Là, vous avez vraiment l'exemple même d'une lame échancrée. Hein, avec des couleurs ocre. Donc, avec des clés de détermination, c'est assez facile à trouver. Enfin, assez facile, si on veut. Hein.
odeur nauséabonde, ben voilà. Ces trois-là, par exemple, ils sentent vraiment très 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 mauvais. Ça pue. Ça sent la merde. Et ça pique les yeux. Ça pique les yeux. Hein, d'accord. Donc ne les ramassez pas, ne les ramenez pas à la pharmacie, c'est pas la peine. Hein. Oui, faut éviter. Hein. Les étudiants, je leur dis, si vous voulez les amener, vous les mettez mais dans des bocaux bien fermés. Hein. Sinon, voilà. Les saveurs, les textures de la chair, la présence de lait sont aussi des moyens d'identifier les champignons. Donc, tous ces champignons-là, les russules et les lactaires, on dit qu'ils ont des chairs grenues et cassantes. La plupart des champignons ont une chair fibreuse, ce qui fait que si on les coupe, il va y avoir des fils. Là, si on les casse, eh ben, ça se casse assez facilement, comme si on cassait de la craie. C'est comme si la chair était constituée de petits grains agglomérés. C'est très particulier. Alors, les russules, ça casse, rien ne se passe. Les lactaires, par contre, quand vous les blessez, vous les cassez, il y a du lait qui va couler. Notamment le lactaire délicieux, c'est un lait orangé. C'est un bon moyen de l'identifier. Voilà. Bon, déjà, il a des couleurs bien particulières, il est orangé et tout ça, mais en plus, il a un lait orangé. Par contre, il y a d'autres lactaires qui peuvent avoir un lait blanc. Alors ça, généralement, il ne faut pas les manger, ils ne vont pas être bons. Soit ils vont être âcres, voilà, soit ils vont être piquants. Voilà. Il y a d'autres lactaires, ils vont avoir un lait qui va devenir un peu violacé. Pareil. Le délicieux, le catalan, c'est la même chose? Oui, c'est ça, oui, c'est son surnom. Alors c'est pareil, les noms français, voilà, on l'appelle ici catalan, dans l'Est on appelle ça les polonais. Vous voyez, les noms français, voilà. Voilà, lactaire délicieux, bon, et puis après si on veut bien parler avec le nom scientifique, on va dire Lactarius deliciosus. Voilà. Et là on est sûr de ne pas faire d'erreur. Donc là, si je reviens sur les russules qui n'ont pas de lait, c'est pareil, vous allez avoir quelques russules douces que l'on peut manger. Notamment, vous avez la russule charbonnière, qui est une bonne russule comestible. Puis à côté, plein d'autres russules qui sont piquantes, ou âcres, ou vraiment très très piquantes. Notamment celle-ci, donc Russula emetica, avec un chapeau joliment rouge. Hein. Et c'est très compliqué parce que les russules, il y a plein de couleurs diverses et variées. Donc les gens qui ont envie de manger des russules, je leur dis chapeau. Allez-y, moi je ne fais pas. Hein, c'est de l'amusement de les reconnaître, ok, mais de voir les manger, on risque de vraiment pas se faire plaisir, de tomber vraiment sur un truc vraiment très très piquant. Même sur les russules, il y en a plein, des noirs, des charbonnières. Il y en a aussi de différentes espèces de cette même couleur-là ou... Alors, le problème des champignons, c'est que les couleurs, comme je l'avais un petit peu évoqué, les couleurs, elles peuvent passer, elles peuvent être lavées par la pluie. Par exemple, la charbonnière, il y a deux pigments principaux, un pigment violet et un pigment vert, ce qui fait que le mélange des deux, ça donne l'impression que le chapeau a été sali par de la poussière de charbon. Hein. Mais parfois, ça a été lavé. Donc il y a un des deux pigments, ou alors un pigment qui n'a pas été exprimé. Donc soit elle est plutôt verte, soit elle est plutôt un peu plus grenat. Voilà, et bon. Alors il y a d'autres trucs, hein, les experts mycophages ou mycologues retournent la russule charbonnière, ils écrasent les lames avec le doigt et on a l'impression d'écraser du gras. On dit que les lames sont lardacées chez la russule charbonnière. Donc là c'est vraiment un bon comestible cette russule-là. Chez les russules, il faut se limiter à deux russules. Il y a celle-ci, la charbonnière, et puis la verdoyante. On est sûr de ne pas se tromper. Et puis c'est bon. Mais dans le russul également, tout à l'heure vous parliez d'odeur des champignons, il y a aussi des odeurs extraordinaires. Voilà, l'odeur d'écrevisses. Oui, il y a plein, voilà. Même l'odeur de cadavre. Oui, il y a plein de... Voilà. Chez les russules, on a des parfums, des odeurs de pélargonium, géranium, etc. Des odeurs, voilà, d'écrevisses pour certaines. Des odeurs de pommes. Et puis on a une autre, c'est pas l'odeur de pommes, c'est l'odeur de compote de pommes. Et c'est comme ça qu'on arrive à les différencier. Voilà, il y a plein d'odeurs diverses et variées, hein, subtiles. Voilà. Alors après, il y a des réactions chimiques qui peuvent être faites par l'expert mycologue. Alors on a plein de petits flacons, puis avec tel ou tel réactif,
la chair du champignon va réagir, va donner une coloration, et donc ça permet d'identifier des espèces compliquées. Hein. Sinon, sur le terrain, par exemple l'agaric jaunissant, il ne faut pas le confondre avec d'autres agarics qui peuvent être comestibles, vous le grattez au niveau du chapeau ou du pied, et ben ça va provoquer une oxydation à l'air de la chair et ça va jaunir. Et donc, si ça jaunit, Agaricus gosanthoderma, l'agaric jaunissant, vous rejetez parce que c'est vraiment pas bon. Et puis en plus, c'est une odeur qui n'est pas toujours sympa par rapport à la Voilà. Ça sent le gaz, un peu comme ça. Voilà, c'est une odeur un petit peu bizarre. Le bolet à pied rouge, hein, donc non seulement il est un petit peu bien différent quand même normalement du satan, et si vous le coupez en deux, il a une chair jaune, mais vraiment une grosse chair jaune, très jaune, très jaune fluo presque, et ça bleuit intensément, et tout de suite. Voilà, donc ça devient tout bleu. C'est le moyen de reconnaître. Hein. Alors des fois, on faisait peur aux gens en disant ouais, les champignons qui bleuissent, ils sont pas bons. Ben, justement, celui-là, il bleuit intensément et il est. Il y en a qui disent qu'il est meilleur que les autres. Mais ça peut, maintenant, ça se discute parce qu'on s'aperçoit que celui-là, il faudrait s'en méfier aussi. Voilà. Maintenant, on considère que tous les bolets à pied rouge, on ne les mangerait plus, ça serait pas plus mal. Voilà. Hein. Bon, mais voilà, il y a encore certaines auras de ce bolet, et il y a des gens qui peuvent en J'ai une question sur le fait de l'intoxication, peut-être qu'on en parlera après, mais oui. est-ce que le fait juste qu'il se touche dans un panier à tort, qu'on s'en aperçoit après, on le jette, c'est trop tard? Comment Je mets un champignon toxique, pas relativement Mélanger dans un par mon principe, panier. par principe, voilà. Donc Si ça a touché, vaudrait mieux C'est pas. pas Par justifiant principe, de voilà. cuisiner ensemble. Voilà, parce que une amaniphaloïde, si les spores tombent, voilà, au niveau des spores, c'est plus toxique. D'accord. Je vais remonter un peu plus haut. Voilà, donc, voilà, par principe, voilà. Mais Oui, ça si les spores ne sont pas tombés, voilà, on peut encore trier, etc. Mais moi, voilà, par principe, voilà, on jetterait tout, d'accord. Faut avoir un panier pour les champignons qu'on connaît, on est bien sûr. je connais bien, voilà, et puis un panier pour les autres, comme ça, pour rigoler. Hein. Mais c'est tout. Et voilà. Donc, voilà. Et alors, à l'inverse, le Boletus satanas, le bolet satan, voilà, qui est voilà, un gros chapeau blanc, très gros, etc. Eh bien, vous le coupez, il a une chair qui est blanc, jaunâtre, mais un jaune assez faible, et un bleuissement, mais très faible. Un bleu pastel, hein, mais pas énorme. Voilà. Puis après, bon, pour reconnaître les champignons, quand c'est très compliqué, il faut faire passer, voilà, faut utiliser la microscopie. Hein, mais ça, on n'en parlera pas. Voilà. Petite clé de détermination rapide pour les champignons à lame unique. Suivant la couleur des lames et ou des spores, vous voyez, vous avez des entrées. Vous retournez un champignon, il a des lames blanches et il a l'air d'être bien développé, bien mature. Donc ça veut dire que les lames sont blanches et les spores sont blanches. Voilà. Donc vous allez dans la première colonne. Un champignon, vous le retournez et il a des lames roses et il a l'air d'être assez mature, c'est pareil. Les spores sont sans doute roses, etc. Hein. Donc vous avez ces rentrées-là. Et puis la présence de vol ou d'anneaux, on est chez les amanites. La présence simplement de vol, on a quelques amanites qui peuvent ne pas avoir d'anneaux. Hein. Voilà, donc, Oui. vol, sol, vol vert, etc. Hein. Des anneaux, uniquement, chez les lépiotes, les armillaires, les agarics. Agaric, voilà, j'ai mis cette flèche-là pour signifier qu'il y avait une évolution de la couleur des lames. Au début, c'est blanc, et à la fin, c'est noir à maturité. C'est comme les coprins d'ailleurs. Donc voilà, la présence de cortines plus ou moins visible, la chair grenue cassante avec du lait ou sans lait, les russules, les lactaires, l'âme échancrée, donc si elles sont blanches ou les spores sont blanches, on va avoir des tricholomes, rose antholome et bellome ocre, voilà, etc., etc. Donc avec une petite clé comme ça, on est capable de donner le nom de genre en français du champignon. Après, le nom de genre scientifique, ça sera peut-être un peu plus compliqué. Par exemple, chez les foliotes, il y a plein de genres différents. Vous avez Foliota, vous avez Gynopilus, vous avez Agrocibé, voilà. Donc, mais au niveau voilà, du nom français, vous y serez.
Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai fini là. Ah oui, donc voilà, pour résumer, voilà, d'abord l'allure générale du sporophore. Voilà, donc rien que par ça, on est capable voilà, d'identifier par l'allure. Voilà. Après, c'est plus difficile donc avec ceux qui ont un pied ou un chapeau. Le type d'hyménophore ou d'hyménium, donc la partie fertile des champignons, est-ce que c'est lisse, pésise, aiguillon de pied de mouton, port-tube chez les bolets, les polypores et les bolets, des plis chez les chanterelles, des lames. Et là, je veux dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est encore difficile. Donc s'il y a des lames, voilà, on voit l'insertion des lames sur le pied, libre, échancré, écarté, décurrent, etc. Couleur des spores et ou des lames, voilà, quand on a des spores blanches, on va aller chez les amanites. Hein. Et vous voyez, par exemple, la lamanite phallude, les lames sont blanches, les spores sont blanches. Bon, normalement, c'est blanc. L'amanite des Césars, les lames sont jaunes comme du beurre, jaune pâle. Les spores sont blanches, mais ça va rester jaune. Voilà, c'est le jaune que l'on voit. Mais pourquoi les spores sont blanches? Voilà, donc c'est pareil, rose chez les plutés, les antholomes, etc. etc. Et la manite tu mouches, les lames sont de quelle couleur? Blanche. Blanche. Le pied est blanc, les lames sont blanches. Donc déjà, voilà, Ouais. on verra la grosse différence. Hein. Confusion, ça c'est voilà, une confusion classique et en même temps pouvant être gravissime. Ouais, bah oui. Il n'y a pas la mort, c'est pas la mort, hein. Mais c'est une intoxication très grave qui peut vous envoyer à l'hôpital. Voilà. J'en reparlerai après. Voilà. Donc, voilà, des réactions colères. Donc le truc, c'est voilà, de s'entraîner et surtout le conseil, déjà en premier je vous donne, vous ne ramassez que les champignons que vous connaissez bien pour les manger. Ne vous amusez pas à faire des expérimentations culinaires. D'accord? Pas avec les champignons. Voilà, ça c'est le principe de base. D'accord? Et puis voilà, ayez bien l'œil de Moscou, c'est d'actualité hein, aujourd'hui, voilà, l'œil de Moscou. Et voilà, il faut vraiment avoir l'œil, bien repérer les petits détails qui peuvent tuer si on ne les voit pas. Voilà. Bien. Merci beaucoup, monsieur de Sandy. Merci. Alors du coup, maintenant, on va passer à la reconnaissance de champignons frais avec monsieur Boyer, donc, et monsieur de Sandy. Monsieur Boyer, donc monsieur Boyer qui est donc le cofondateur du SEMA, qui est habitué à aller en forêt, et donc va se faire une joie de regarder tout ce que vous avez pu ramasser et nous dire ce dont il s'agit et pourquoi il s'agit de cette espèce. Voilà, vous le connaissez parfaitement bien. Comme vous l'a dit Alain Descendis, ce sont des plis que l'on voit et non pas des lames. La différence, c'est que les plis font partie intégrale de la chair du chapeau, alors que les lames peuvent se détacher du chapeau. Et vous le connaissez parfaitement bien, mais attention, il y a une confusion très facile à faire avec quelque chose qui lui ressemble, qui peut être énorme, la même couleur, mais qui a des lames, qu'on appelle le clitocide de l'olivier. Et vous le trouvez ici dans la région aussi, sous châtaignier, sous chêne, sous différents feuilles. Le piège, c'est la personne qui vous appelle le soir en disant tiens, viens dans la maison, j'ai trouvé une très belle touffe de girolles. Là, vous dites non merci. Les girolles, ça pousse grégaire, c'est-à-dire un par un, comme un troupeau de moutons à droite à gauche. Et les clitocides, c'est une touffe, c'est-à-dire les pieds qui sont reliés les uns aux autres. Et attention, c'est un toxique très méchant. Je vous donne à l'hôpital, je vous en parlerai tout à l'heure. On va passer à autre chose qui peut provoquer des confusions aussi, et que vous allez trouver très facilement, soit dans les bois, soit dans les prairies, les pelouses. Alors vous retournez les lames, on voit qu'ici elles sont blanches parce que le champignon est jeune, et on voit ici qu'elles sont un petit peu plus foncées jusqu'à devenir noires parce que le champignon est un peu plus âgé.
Celui-là est un excellent comestible. J'aurais dit l'inverse. Bonne tête. Sur un peu de des jachères. Celui-là, il vient des Randes-Vignes, juste à côté du parking. Là. Et celui-ci, qu'on trouve un petit peu partout aussi. Regardez cette belle collerette qui descend là, qui est, comme on vous l'a expliqué, le résidu du voile secondaire. Celui-ci a une caractéristique tout à fait facile, monsieur de sentir l'appareil. Quand vous le chatouillez, ou que vous lui grattez le pied, il jaunit. Ah oui, ok. Ça, vous pouvez pas vous tromper. Jaune, c'est Xantho, donc c'est la série des Xantho d'Herva, à peau jaune. Et vous voyez, là, ça commence à bien jaunir. Oui, en fait, parce que j'avais enlevé un bout de la peau. En fait, quand on le pèle au-dessus, parce que j'avais ramassé en pensant que c'était arrosé. Hein. Et j'ai enlevé le dessus de la peau, je me dis, bon, il jaunit pas. Et en fait, il faut le frotter, il faut enlever. Frotter. D'accord. Ah oui, là on peut sortir. Ouais, c'est moi qui avais fait ça. Et en fait, il jaunit pas. La chair n'est pas jaune, la chair reste blanche. Mais il y a une réaction, comme on vous l'a expliqué. Je pense que faites-le passer, vous allez le voir. À la fois le pied. C'est pas oui, voilà, c'est pas arrosé. C'est parce qu'on a Moi, je l'ai ramassé pour arroser. Ah voilà, Pour arroser des Il ne jaunit pas. je l'ai déjà ramassé. Moi, je suis pas de la région et chez Vous allez voir que les confusions sont très faciles. Regardez comme ça, quand vous lui frottez, qui devient jaune, vous le laissez tranquille. on ne change pas donc. Voilà. L'intérieur du pied est complètement creux. Littoral, qu'on appelle la Mucianus, qui lui est encore plus méchant. Celui-là est déconseillé. Et voilà, Gyroporus castaneus comme la châtaigne, c'est-à-dire de couleur châtaigne. Tout simplement. On va rester dans les molétales. Molétales, c'est l'or. Après, il y a différents ceci, c'est pour les picoler, ça va être facilement. Il est très répandu. Il peut aussi bien en plaine qu'en pelouse qu'en forêt. Et ça fait partie, comme il a la tête très sèche, quand vous le touchez, même autour des brebis, je bosse l'oignon. Et la tête très sèche fait partie des xéropomus, c'est-à-dire à tête sèche. C'est un petit champignon qui est mignon, vous le regardez, vous le laissez tranquille, ça n'a aucun intérêt culinaire. Et alors dans la série, on voit très bien le pied qui est rougissant. Voilà, théoriquement sous le chapeau, il doit y avoir du rouge aussi, mais c'est pas évident là-dessus. Et la seule manière de dépatouiller tous ces xéropomus, c'est de les couper en deux. C'est une manie chez les mycologues. En fonction de la couleur que va prendre la chair du champignon au fur et à mesure du temps qui passe, mais en général c'est très rapide, il peut y avoir du bleu au-dessus, vers le haut, et du jaune dans le pied, ou du vert dans le pied et du bleu au milieu. Donc on a toute une classification, tout un tableau qui nous permet de déterminer ces champignons grâce à la coupe. Sans quoi c'est très difficile de s'en sortir. Le xéropomus, chrysanthéron, chrysos ça veut dire jaune, anthéron ça veut dire chair, le bolet à chair jaune. Il n'y a aucun intérêt culinaire. Dans le assez proche, il y a le bolébé, mais ça a changé. Ça a changé non, c'est ça. Ah oui, c'est Lunarabadia. Parce qu'après, pendant longtemps, on appelait Xéropomus badius le bolébé. Oui, le fameux bolet qui bleuit. On se donne les bleus, etc. Ça peut pas. Il faudrait montrer l'exemple. Oui, il y a des gens qui ont compris. Ça, c'est les noms français. Ben oui, il y a des noms. Le c'est exactement
que ça a changé. Non. Avec son pied un peu beige, Bah, attendez. son chapeau un peu plus sombre, Et vert dessous. et puis ça peut être blanc au départ, Oui, ça oui. fait vert. S'il touche, il devient bleu. Et quand on appuie dessus, Il y en a un, dans le panier, il y en a un bolé avec des ports assez larges. c'est large, c'est Ouais. peut-être un Oui, c'est ça. voluminus. Regardez là, il y a un bolé là, dans la boîte blanche. Alors, Dans le panier. Ah, c'est pareil, là, avec ces bolets, enfin ces ports très amples, c'est un gros Xerocolus. oui, Voilà. tout simplement. Dans le même groupe que le chrysanthéron. Ah d'accord, que Et le vous précédent. voyez que là, on voit quasiment plus de rouge, mais c'est dû à la vieillesse. On s'arrange pas en vieillissant. Donc même s'il vous paraît intéressant, joli, Non, ça ne vaut rien à la cuisson. Les ports sont très larges, presque octogonales. Ça s'imbibe dans l'huile de cuisson. Et c'est l'huile de cuisson qui va vous rendre malade parce que c'est devenu une éponge. Et puis que de toute façon, je crois. la chair, il n'y a pas grand-chose. Retrouver, Très sorti, porc. Il bleuit un peu, mais pas La mousse, autant ouais. que le Badius, pas autant que le bolet B. Que vous appelez le bolet des pins. Hein. Mais dans les cèpes des pins, il y en a d'autres. Il y a le Psilus granulatus, voilà, c'est le cèpe jaune pleureur des pins aussi. Donc voilà, c'est des fois. Pour s'accorder comme ça, c'est le nom latin, c'est pas toujours le nom français, le nom latin. C'est pas bon ça, non? Oui, c'est excellent. Oui, c'est bon, si, bien sûr. Un petit champignon que vous connaissez certainement, c'est un bon comestible. Monsieur Descendis vous en a parlé tout à l'heure. C'est mieux quand vous nous le montrez. Ouais, je vois pas là. On l'identifie davantage. Ah bah ça, voilà, ça vous le connaissez. Ça. Voilà, c'est bien. C'est un bon comestible. On ne peut pas se tromper avec ces petits aiguilles. Ouais, alors, pareil, dans la boîte blanche, il y a un autre hymne. Il y a un hymne mais plus foncé. Regardez au fond, il va être C'est l'arbre de pied de mouton. C'est l'arbre de glace. Ça, c'est en fait, celui-là, c'était Ignum repondum, le pied de mouton, et celui-là, c'est le pied de mouton roux, si vous voulez, donc rufescens. Et ça, justement, il ne faut pas le manger. Ouais, c'est amer, c'est amer. Si vous prenez déjà des vieux pieds de mouton qui ont commencé à changer de couleur, qui sont plus blancs et qui deviennent un petit peu roussâtres, il ne faut pas les manger parce que c'est amer. Ah oui, on enlève les pics et... Quand ils sont roussâtres, plus terrible. Mais oui, il y a la retouche. Rousseau. Vraiment, que ça. Ouais, faut pas qu'il coûte ça. La tête est noire, enfin marron, entre le cèpe de Bordeaux et le tétanus. Petit champignon Ah oui, fibrose. que vous allez trouver aussi très fréquemment dans les bois. C'est rarement plus grand que ça. C'est une très belle couleur. En général, ils sont plusieurs. C'est une silhouette dite mycénoïde. Ça ressemble à un mycène. C'est les mycènes. La couleur plutôt rosée. Donc on va en faire un mycénaire rosé orangé. Je laisse faire là. Ah ouais? Il est caractérisé par une odeur d'orade noire. Ah ouais? Ça, vous pouvez pas vous tromper. Attention, c'est un toxique. Il s'appelle Mycéna rosé. c'est toxique ça. C'est natura. Le peu que vous avez ramassé. C'est gris.
Je l'avais oublié. Ça, et puis, ce qu'il y a Voilà. ça, c'est toxique. Ça, Moi, j'en ai un peu. Il y a plus de choses intéressantes Alors toujours pareil, un champignon, on regarde le chapeau, on regarde le pied, on le déterre bien comme il faut, et on regarde dessous. Là on voit qu'il y a des lames, et ces lames sont écœurantes, comme vous l'a expliqué M. Descendier. Donc ça fait partie du genre des clitociles. L'orangina ou par là. C'est un peu sombre, pas de magibar, le 40. Oui, oui, Est-ce qu'il y a une bosse au fond? Je sais pas. C'est vraiment noir, c'est oui, enfin je vais pas. Est-ce qu'il y a une odeur particulière? Des fois, il y a des odeurs qui sont un peu ici. Là, ça sent pas mauvais, là. Et voilà. Et c'est pas parce que ça sent bon que c'est bon. Alors, vous avez un inocybe à odeur de poire, donc d'eau de vie de poire. Sympa, hein? Ah oui. Très toxique. Très toxique. Dessus, c'est blanc. Motus. Dessous, les lames sont roses. Ah ben ça c'est Si vous avez suivi le cours M. Descendier, dans les lames roses, on a les plutées, les volvers et les clitospiles. Clitopiles. Celui-là, vous le connaissez, c'est le Clitopilus prunulus, qui a une excellente odeur de farine. Et on dit que c'est la mère du sel. C'est le meunier, ça, non? Parce que quand on en voit, là, les gens disent ça, moi j'ai remarqué aussi, quand vous en voyez, celui-là est un spécimen assez gros. En général, dans la relève, ils sont petits. Et vous ne pouvez pas vous tromper avec cette odeur de farine. Et en général, cherchez bien. C'est bon, Plutôt à des sels. C'est bon? Si ça se mange, Il y a des relations entre domicilium et mycélium. Il se mange le meunier, hein, non? Oui, il est très bon, il ne dit pas. Quand même, ça gaffe avec les clips aussi. Et c'est ça. Je vais vous parler donc de ce qu'on appelle les mycétismes. Les mycétismes, en fait, c'est l'intoxication par les gros champignons. Voilà, donc déjà, la première chose quand on va aux champignons, c'est qu'il y a des principes de cueillette. Hein, donc, faire attention donc, aux confusions entre espèces comestibles et toxiques. Et surtout, tout ce qui est champignon moisi, par exemple la langue de bœuf qu'il y avait tout à l'heure, vous ne mangez surtout pas. Parce que les moisissures produisent des toxines qui sont très très toxiques. Donc même sur un cèpe, c'est moisi, c'est comme des légumes, des fruits, c'est moisi, on jette. Alors, quand on ramasse les champignons, essayez de ramasser les champignons entiers, hein. Déterrez bien les champignons du sol pour ne pas laisser une voile comme j'ai dit dans le sol. Voilà, les spécimens en bon état. Ne mettez pas vos champignons dans des sacs, dans des poches, mettez-les dans des cajots bien ouverts. Comme ça, ils ne vont pas être broyés, comme ça, ils ne vont pas moisir, comme ça, ils ne vont pas se broyer entre eux, et on pourra un peu plus facilement les reconnaître. Ça oui, ça non. Voilà, hein. Le syndrome du sac en plastique. Hein. L'évolution. L'évolution, il faut savoir que les champignons, ils adorent pomper tout ce qui est dans le sol, et notamment tout ce qui est toxique éventuellement dans le sol. Alors bien sûr, il y a les pesticides, les herbicides, les substances chimiques qui sont répandues par l'homme, mais naturellement, dans le sol, vous pouvez avoir des traces de cadmium, de plomb et de mercure, et le champignon. Certains adorent ça et vont être capables d'accumuler ces substances. Eux, ça ne leur fait rien. Et si vous mangez ces champignons-là, ça va vous faire quelque chose. Hein. Vous allez les transformer en pile électrique, par exemple. Hein. Donc ça peut être abuser de champignons sauvages, c'est pas forcément toujours très bon pour la santé. Les isotopes radioactifs, c'est pareil. Les champignons peuvent les accumuler. Après Tchernobyl, il y avait plusieurs espèces de champignons, entre autres même comestibles, d'autres toxiques on n'en parle même pas, des champignons comestibles qui avaient accumulé pas mal de césium 137, des retombées de Tchernobyl, partout dans le monde. Hein. Ça ne s'est pas arrêté à la frontière française. Bon, et tout ça, c'est bien joli, mais c'est pas facile à déceler, donc on est un petit peu, voilà. Les trucs, voilà, on dit éviter les friches industrielles,
les bords de route, mais même en pleine nature, en plein bois, on peut trouver des petites traces hein, de ces métaux-là. Donc, ne mangez pas trop de champignons sauvages. Il y a aussi des gens qui ne mangent pas les champignons parce qu'ils ont des intolérances. Hein, par exemple, dans les champignons, il y a un sucre qui s'appelle le tréhalose. Donc il y a des gens qui ont un déficit de l'enzyme pour voilà, utiliser ce tréhalose. Ça ne marche pas. C'est pareil, les gens qui ont un déficit en glucose 6-phosphate déshydrogénase, ça ne marche pas non plus les champignons. Il y a des traces de mannitol dans les champignons. Et le mannitol comme le sorbitol, c'est des faux sucres hein, pour ces sortes d'édulcorants qui peuvent provoquer des pics gastro. Et puis il y a des gens qui sont hypersensibles. Pourquoi? Ils sont allergiques. Hein, comme les gens qui sont allergiques aux crevettes, hein, aux crustacés. Ben, il y a peut-être une liaison des fois. Hein. Les gens qui sont allergiques aux crevettes sont aussi des fois allergiques aux champignons parce qu'on retrouve une même molécule, la chitine ou la chitine, dans les crevettes et puis dans les champignons. Voilà, donc c'est peut-être ça. Attention à la cuisson, il y a des champignons comestibles, mais attention, il faut bien les faire cuire. L'amanite rougissante, que l'on peut confondre d'ailleurs avec l'amanite plantaire, la girole ou le pied de mouton, bien les faire cuire. Les ascomycètes, comme par exemple les morilles, c'est pareil, il faut bien les faire cuire. Hein, et même jeter la première eau de cuisson. Voilà. Sinon, au niveau des grands syndromes, on les classe en deux groupes. Les syndromes d'incubation courte, c'est-à-dire qu'après avoir mangé les champignons, ben, très rapidement, on va être malade. Et ensuite, tous les champignons, on va dire, c'est ce qui est le plus vicieux, le plus dangereux. Longtemps après avoir mangé les champignons, on va commencer à avoir les premiers signes cliniques de l'intoxication. Généralement, c'est là où c'est le plus grave. Alors, je vais commencer tout d'abord par ce qui est le plus grave, le plus célèbre, l'intoxication phalloïdienne, qui est donc une intoxication à syndrome à incubation longue, hein, plus de 6 heures après le repas. Alors attention, quand on a une intoxication champignon, hein, si c'est une intoxication donc, récente, c'est pas pour autant que la personne n'a pas mangé des champignons plus dangereux. Donc il y a un premier effet, la petite gastro, oh bah c'est rien, et puis par contre derrière, il y a une phalloïde. Donc c'est pas seulement une gastro, c'est une intoxication voilà, hépatique, et ça peut être la mort. Donc quand on a un truc comme ça, il vaut mieux crier au loup et puis aller à l'hôpital. Donc voilà, il y a 3 amanites principales qui provoquent l'intoxication phalloïdienne. Il y a la phalloïde, la printanière et la vireuse. Puis ainsi, il y a d'autres petits champignons, des piclépiotes, une galère marginée aussi qui peuvent provoquer cette même intoxication. Voilà, donc c'est la plus grave des intoxications, responsable de 95% des décès liés à la consommation de champignons. Donc ça se traduit tout simplement par une atteinte hépatique. Voilà, donc c'est la plus fréquente en Europe. Hein, il y a plusieurs centaines de cas. Alors c'est variable selon les années. En fait, c'est lié à la pousse des champignons. Plus les champignons poussent, plus les gens vont ramasser les champignons, et plus on a de chances de faire des erreurs et de s'intoxiquer. C'est tout simplement comme ça. Hein. Donc 90% des cas, c'est l'amanite phalloïde. Hein, donc la mortalité, c'est 10% chez les adultes qui en ont mangé, et 30% chez les enfants, parce que les enfants sont encore plus sensibles. Donc je disais, il y a un trio d'amanites, hein, la phalloïde, la vireuse et la printanière, ainsi que d'autres petites espèces, comme des lépiotes, etc. La substance en cause, ce sont des amatoxines. Voilà, donc cette formule-là, c'est pour faire joli. Et notamment, la principale, c'est l'alpha-amanitine. Alors, il y a d'autres toxines dans ces champignons-là, mais ils sont très toxiques, mais généralement, ils ne passent pas, ils ne sont pas censés passer la barrière intestinale. Voilà. Mais dans le cas où la personne est vraiment très malade, et donc dû à cette présence de l'alpha-amanitine, le tube digestif est très abîmé, et à ce moment-là, les phallotoxines peuvent aussi passer. Et tiens, je t'en mets une autre couche pour te tuer. Hein. Voilà. Donc, un seul sporophore, un seul spécimen d'amanite phalloïde d'environ 50 grammes, contient environ 7 mg d'alpha-amanitine, et c'est suffisant pour tuer une personne de 70 kg. Alors, médicalement, ça bloque une enzyme qui permet la synthèse des protéines, et pratiquement, ça provoque une cytolyse hépatique. Hein, et donc, c'est une hépatite gravissime, et il n'y a pas d'antidote, véritablement. D'accord ?
Donc le seul truc, c'est de bien la reconnaître et ne jamais la manger. Hein, voilà. Sinon, ben, ça commence comme ça. Au bout de 8-12 heures, vous allez avoir une incubation sans signe. Et puis, hop, blanc, ça commence. Avec une phase colériforme brutale, troubles digestifs, douleur abdominale, diarrhée, vomissement. Et ça dure 2-3 jours. Hein. Et ça, c'est l'hôpital. Hein. Voilà, donc vous avez des pertes d'eau, pertes d'électrolytes, et déshydratation, acidose, voilà, et ça peut entraîner une mort par un collapsus cardiovasculaire, voilà, dans certains cas. Sinon, si on passe ce cap-là, c'est pas fini, loin de là. Vous allez avoir une phase hépatotoxique. Donc là, avec une évolution mortelle dans 8 à 30% des cas. Hein. Donc le truc, c'est pas là. C'est sûr, à l'hôpital, on peut donner de la cystéine pour essayer de sauver, de protéger un petit peu voilà, les enzymes, hein, mais c'est quand même de mauvais pronostics quand on a mangé une amygdaloïde ou une printanière ou une virose. Donc là voici, hein, la magnétophalloïde, hein, donc schématiquement, la vol, je vous disais, membraneuse, comme vous la voyez là, en sac, l'anneau pendant, les lames blanches libres, et puis, théoriquement, le chapeau vert, olive, avec des petites fibrilles un peu plus foncées, des fibrilles radiales. Ça, c'est vraiment la magnétophalloïde type. Il y en a qui sont un peu plus grises, il y en a qui sont un petit peu plus marrons, il y en a des jolies vertes comme ça, il y en a des vertes pâles, il y en a des jaunes, et il y en a des un petit peu blanches. Donc là, voilà, c'est les trois caractères communs aux amanites, mortels, la vol en sac, l'anneau pendant et les anneaux. Pardon, les lames. Alors, les confusions possibles, avec tous les champignons qui ont un pied plus ou moins blanc, et puis un chapeau jaune verdâtre pour la magnétophalloïde, notamment avec le bidaou. Regardez le chapeau de bidaou. Si on ne regarde pas les lames jaunes du bidaou, dommage. Hein, confusion et mort à la clé. Et vous voyez ici, un chapeau de bidaou et ici une phalloïde. C'est très ressemblant. Il y a eu des confusions, il y a eu des morts. La russule verdoyante, oui, peut-être aussi, mais quand même, c'est un petit peu différent, il faut vraiment le faire exprès. Mais on en parle. Quand le champignon est vieux, surtout. Quand la manite, la phalloïde est vieille. Ouais. C'est là qu'il y a la confusion. Bon. Voilà, mais enfin, généralement, voilà, on en parle parce qu'il faut en parler, mais normalement, ça ne devrait pas être le cas. Hein. Il y a là, sur ce champignon, là, vous voyez, il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'anneau. Les amanites blanches, vous avez l'amanita verna ici, l'amanita virosa, un petit peu différente. De toute façon, le tarif est le même, c'est l'amoureux, un spécimen, vous en mourrez. Confusion avec tout un tas de champignons blancs, notamment les agariques. Là, vous avez ici le rosé des prés. La lépiote pudique, qui est toute blanche. C'est pas facile parce qu'il faut vraiment regarder la base du pied. Là, on n'a pas de vol, alors que la manite, on avait des vols. Bon. C'est pas facile. Hein. Ensuite, voilà, donc confusion avec plein de champignons blancs ou avec un chapeau vert. Vous avez certaines petites lépiotes, comme celle-ci, Brunea incarnata, comme Lepiota cristata ou Lepiota alveola, qui contiennent les mêmes substances toxiques que la magnétophalloïde. Alors, ces petites lépiotes, elles ne vont pas dépasser 15 cm. Hein. Donc, des gens, éventuellement, ou des enfants qui ramassent comme ça des champignons dans les parterres de fleurs, c'est là où ça peut pousser, en mangeant, on ne sait jamais. Sinon, confusion éventuelle avec une lépiote. Hein, les gens pensant que c'est une bébé lépiote, ça, eh bien, je ramasse, mais ça n'a rien à voir. D'accord? La galère marginée, donc elle est ici. Confusion possible avec ça. La foliole changeante, qui elle est comestible. C'est pas facile. Hein. Intoxication rénale, maintenant c'est pareil, ça peut conduire à la mort. Donc ça fait une atteinte rénale. Donc on peut avoir une incubation qui dure 17 jours. C'est arrivé une fois. Donc ça peut être, voilà, entre le moment où on a mangé le champignon et le moment où on commence à avoir une insuffisance rénale, voilà, au moins 15 jours parfois. Donc ça contient des substances toxiques. Et le champignon le plus célèbre,
de la bande, c'est Cortinarius aurelanus, le champignon, le cortinaire des montagnes ou le cortinaire couleur de Roku. Mais il y en a plein d'autres, hein, il y en a plein d'autres, et notamment dans notre région, on a celui-là, le semi-sanguineus, qui est très fréquent sur la façade atlantique dans les Pyrénées. Donc en tout cas, voilà, il faut se méfier des cortinaires. Donc les cortinaires, je vous rappelle, c'est les champignons quand ils sont jeunes, ils vont avoir plein de petits filaments, comme ça, qui protègent l'ensemble des lames. Et quand le champignon est développé, ben vous avez des petits filaments ici ou sur le bord, qui sont parfois très difficiles à voir. Les lames, en tout cas, généralement, elles sont rouilles à maturité parce que les spores sont rouges. Donc voilà, se méfier des cortinaires. Donc ici, vous avez donc 3 cortinaires connus pour être mortels. Et celui-là, il est très fréquent justement sous les pins sur la façade atlantique. La gyromitre, justement, j'avais évoqué la gyromitre, hein, qui avait un très bon goût, qui s'est mangé pendant des années. Et on s'est aperçu qu'en la mangeant assez souvent, elle pouvait être très très toxique. Voilà, donc c'est une intoxication inconstante, avec un effet de dose kinématique. J'en mange une fois, ça va, j'en mange 2 fois, ça va, j'en mange 3 fois, bonjour les dégâts. Donc voilà, la substance en cause, c'est la gyromitrine, voilà, qui va s'hydrolyser à la cuisson ou pendant la digestion pour donner ce qu'on appelle de la monométhylhydrazine. Et cette molécule, la MMH, c'est une substance cytotoxique, alkylante, très caustique. Voilà, et qui peut provoquer des cancers, voilà, ça peut des toxiques cancérigènes, mais ça peut attaquer le système nerveux, ça peut attaquer le foie, et aussi ça va inactiver la vitamine B6. Vous connaissez peut-être la vitamine B6, vous avez pris des fois des comprimés de vitamine B6. Voilà. Donc le champignon en cause, eh bien, c'est la gyromitre, voilà, mais aussi d'autres champignons comme les éleveurs. Confusion avec des morilles. Hein, mais je vous rappelle, les morilles, rappelez-vous, on les consomme une fois bien cuites. Hein. Donc, incubation plus de 6 heures, début brutal, grande fatigue, des mal de tête assez importants, douleur abdominale, vomissement, diarrhée. Et puis, dans les formes graves, on a des troubles neurologiques, avec une hépatite cytolytique et une atteinte rénale. Alors, le traitement, il est symptomatique à l'hôpital et on donne justement de la vitamine B6 en intraveineuse pour essayer de sauver les patients si on le peut, ce qui n'est pas toujours évident. Alors voilà, la gyromitre et l'élevette. C'est très joli comme champignon, surtout l'élevette. Alors on appelle ça les oreilles de chat. Oui. Voilà, c'est très 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 joli, très très élégant, hein, mais très mortel aussi. Confusion possible avec les morilles, avec le microphore ou avec certaines verpas. L'oreille de chat. Donc là, qui sont comestibles une fois que syndrome de rhabdomyolyse, alors ça c'est assez récent, ça a 20 ans, hein, ça a été découvert dans notre laboratoire. Donc c'est la consommation excessive de bidaou qui conduit à une rhabdomyolyse. Hein. Si on en mange un tout petit peu raisonnable, ça va, mais si on abuse, on va avoir des douleurs musculaires terribles, avec justement une fonte musculaire. Donc ça veut dire fonte des muscles squelettiques, mais aussi le cœur aussi est touché, et on peut facilement en mourir. Hein. Voilà. Donc on voit une augmentation de ce qu'on appelle la créatine phosphate kinase. C'est une enzyme, voilà, qui est liée justement à la souffrance musculaire. Il y a eu quelques cas mortels, et aujourd'hui c'est un champignon qu'on vendait comme ça sans problème autrefois, et maintenant c'est totalement interdit à la vente. Oui. Voilà. Alors ensuite, vous avez le syndrome proximal. C'est pareil, c'est assez récent, ça a à peine une vingtaine d'années. Donc ça provoque des troubles digestifs, puis avec une intoxication rénale, et au final avec une cytolyse hépatique. Et c'est dû à une grosse amanite blanche qu'on appelle amanita proxima. Donc voilà, amanita proxima. Alors il se trouve qu'elle aurait une grosse volve comme ça qui serait de couleur ocre. Voilà, grosse amanite, tout ça c'est crémeux, hein, l'anneau crémeux, etc. Alors, confusion avec des champignons blancs, notamment en Gironde, il y a un couple d'instituteurs à la retraite qui connaissaient pourtant bien les champignons, qui ont cru ramasser des agarics derrière chez eux, et c'était une proxima.
Donc le monsieur est mort, la dame elle s'en est sortie de peu. Voilà, donc autre Évidemment. confusion donc avec la lépiopudique, aussi la manite ovoïde. Alors, j'ai peut-être une photo. Voilà, la manite ovoïde elle est là. Alors si je vous rappelle ça et ça, franchement c'est pas évident. Hein. Ouais. La volve ici, elle est blanche, mais ça dépend où ça pousse. Si ça pousse dans un terrain qui est un petit peu ocre, on ne sait pas, hein, on ne sait jamais. Voilà, donc je dirais qu'il faut être prudent maintenant avec la manite ovoïde. De toute façon, les deux champignons ont des lamelles blanches. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Contrairement au. Oui, oui, oui. Et puis c'est pareil, c'est crémeux aussi, ça fait crémeux. À la garite, il y a des Ouais, lamelles ouais, blanches. ouais. Oui, mais Oui, oui, d'accord. ensuite un autre syndrome plus rare, hein. C'est pareil, c'est assez récent. Fourmillement et douleur aux extrémités avec œdème, parfois à la mort, avec clitocylée acroménalgia, donc ça a été vu en Asie, et clitocylée amoenos en France. Il y a eu quelques cas en France. Voilà. Ça c'est peut-être là, hein, un clitocyle avec des lames décurrentes. Ça ressemble un peu au clitocyle qu'on avait tout à l'heure. Hein, un peu. Donc voilà, confusion possible avec quelques clitocylés comestibles, notamment la tête de moine, clitocylée jaunâtre par exemple. Nébuleux aussi. Oui, mais le nébuleux est toxique. Pour le faire déplacer, il est assez toxique maintenant, mais Syndrome paxillien. Syndrome paxillien, donc ça c'est voilà, ici donc le paxille enroulé, lame décurrente, sport rouille, et puis avec le bord vraiment voilà, enroulé, avec des petites stries sur le bord. C'est un champignon qui est très très courant, donc très toxique. Confusion possible, grossière, avec le lactaire, notamment avec le lactaire délicieux par la silhouette. Mais la couleur, complètement différente. Là, vous avez en plus du lait orangé. Voilà. Mais il y a eu des confusions comme ça entre paxille enroulé et ce truc-là. Alors maintenant, des intoxications donc avec incubation plus courte, entre guillemets moins grave, mais si on abuse, ça peut être très grave. Hein. Alors l'intoxication atropinoïde, c'est dû à l'Amanita muscaria, la tumouche, et la panthère. Et puis il y a une autre amanite qu'on appelle l'Amanita gemata, hein, ou l'amanite jonquille. Donc c'est ça, hein, ce sont l'acide iboténique et le mucimol qui provoquent ce syndrome. Donc il y a le côté sympa qui est recherché justement par certains types de publics. Le côté j'en mange et je vais avoir un délire de l'ébriété, de l'agitation, mais avec des effets secondaires totalement désagréables. Effet parasympatholytique, voilà, donc pour ceux qui connaissent, la midriase, hein, comme l'atropine, hein, ça écarquille les yeux, les pupilles, sécheresse de toutes les sécrétions, salivaires, voilà, les larmes, etc. Ça provoque des diarrhées, des vomissements et surtout augmentation du rythme cardiaque, des tachycardies. Hein. Il n'y a pas d'antidote, traitement symptomatique. Voilà, donc Amanita muscaria, Pantherina et Gemata. Confusion possible donc avec Muscaria et Amanite des César, Pantherina et Rubescens. Rubescens étant comestible. Intoxication sudorienne. Alors là, c'est le syndrome muscarinien. Donc il y a la présence de muscarine dans les champignons. Donc ça provoque l'inverse, une intoxication de type parasympathomimétique. Donc attention, dans la muscaria, il n'y a pas de muscarine. Hein, au contraire, ça fait l'inverse. C'est un faux ami. Hein. Donc ça provoque l'inverse, donc myosis, resserrement de la pupille, ralentissement cardiaque, augmentation de toutes ces sécrétions, sudation intense, et puis hypersécrétion cellulaire et des diarrhées. Les champignons en cause sont des clitocytes blancs, voilà, Cypédia, albata, etc. Et puis tous les petits inocyles. Les inocyles sont des champignons qui ont des chapeaux mamelonnés et qui se fissurent. Donc, il y en a plein, c'est très fréquent, c'est tout petit. Il y en a certains qui peuvent être confondus avec le marasme misérable éventuellement. Hein. Donc, à faire attention. Les lames vont être de couleur brun tabac. Ocre brun tabac. Voilà, donc
Le clitocide des albata, le voici, confusion avec le Clitopilus pruneus, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et éventuellement d'autres clitocides, donc je dirais qu'il vaut mieux éviter de manger les clitocides. Par exemple, ici, vous avez un minocide, confusion possible avec le marasme des oréales, éventuellement. Parce que ça pousse dans des pelouses aussi, dans le même endroit. Voilà. Le Marasmus oreades, que vous avez vu tout à l'heure, avec son chapeau, certes mamelonné, mais voilà, une grosse bosse, dirons. C'est pas un mamelon pointu. Et donc ici, le champignon qu'on a vu tout à l'heure aussi, le Clitopilus pruneus. Blanc avec des lames écureuses un petit peu rosées. Ensuite, vous avez des intoxications hallucinatoires. Alors ça, c'est pas de la confusion généralement. Hein. C'est des gens voilà, qui vont les chercher pour voilà, passer un grand moment. Voilà. Ça peut être dangereux parce qu'il y a d'énormes délires. Et si on passe ça voilà, dans un immeuble, on se prend pour un oiseau, on veut voler. Et puis ça se finit mal. Hein. Entre autres choses. Donc voilà, donc, c'est la molécule principale, c'est la psilocybine. Donc ça se trouve notamment chez le Psilocybin semiranceata. Hein. Donc ces champignons sont comme ça. Ça ressemble des petits bonnets avec un petit. Il y a aussi des panéoles aussi. Voilà, donc confusion possible, vous disiez. Pas vraiment, hein, généralement c'est une intoxication involontaire. Confusion avec le marasme des auréas, oui si on veut. Ouais. On essaie d'expliquer ça aux gendarmes quand on se fait attraper, mais ça marche pas. C'est des stupéfiants, hein. Donc on tombe sur le coup de la loi, hein, sur des stupéfiants, donc ça rigole pas. Hein. Il y en a qui en font pousser dans leur cave. Ensuite, voilà. Tout un tas d'autres champignons qui vont provoquer des gastro. Hein, voilà, les fameuses fidèles gastro. Donc, voilà, ce qu'on appelle gastroentérite, résiduoïde, c'est les intoxications les plus fréquentes. Hein, donc, normalement, elles ne sont pas graves, mais il y a quand même quelques cas qui peuvent être très sévères. Alors, par exemple, vous avez voilà, le Boletus satanas avec son beau chapeau blanc, son gros pied. C'est un gros pépère, ça. Hein, et puis l'Autolome livide. On le reconnaît parce qu'il a des lames bien échancrées et roses, comme du fond de teint, quand il est vieux, avec un chapeau comme ça, gris, brillant, lustré, et un chapeau blanc. J'ai fait une erreur. Voilà. Donc les confusions possibles, Satanas et Bolea pied rouge. Antholome livide avec, c'est un champignon qui pousse au printemps, c'est le tricolome de la Saint-Georges, le mousseron de printemps, lequel aussi des gambosa. Et puis les agariques, hein, entre autres. Il est bon le mousseron. Il est comestible le mousseron. Celui-là, le tricolome de la Saint-Georges, oui, c'est un très bon comestible. J'en ai jamais mangé. À une époque, chaque année, j'avais un ancien étudiant de pharma qui m'envoyait des belles photos de Calocybé gambosa pour narguer. Et vous les envoyez. Et voilà, il faut le trouver, c'est au printemps, c'est vraiment donc, autre tricolome, autre champignon est toxique, hein, voilà, le tricolome tigré qui pousse plutôt en altitude. Vous voyez, hein, les lames échancrées, blanches, le chapeau avec plein de petites mèches. Et donc ça c'est le tricolome tigré qui provoque de belles gastroentérites. La confusion possible avec éventuellement ce tricolome, hein, le tricolome terreux, le petit gris. Pareil, il faut se méfier des petits gris. Hein. C'est comme les vidéos, ça vient d'être montré. Ça provoque, si on en consomme un peu trop, des rhabdomyolyses, comme les vidéos. Faire attention. La reçue émétique. Alors là, c'est tellement piquant que ça peut vous faire vomir. Mais généralement, ça ne va pas aller plus loin, parce que tout de suite, vous allez tout cracher. Alors donc, dans les confusions aussi, voilà, la russule émétique n'est pas la seule russule piquante. Il y en a plein d'autres avec des couleurs différentes, du violet, du jaune, voilà, qui vont être piquantes. Voilà. Généralement, on se limite, pour les russules, pour moi, à Russula virescens et Russula acérébranca. Éventuellement, la vesca, peut-être.
Les lactaires, alors parmi les lactaires, vous avez par exemple ici le lactaire à toison, qui ressemble un petit peu au lactaire délicieux, mais avec plein de mèches. Et il a du lait blanc. Voilà, donc confusion possible, éventuelle, grossière, avec un lactaire délicieux. Les clavères, c'est pareil, il n'y a pas énormément de confusion, ou alors avec d'autres clavères que les gens voudraient manger. Donc cette clavère-là, la clavère remarquable, c'est vraiment purgatif. Confusion éventuelle avec le Sparacis crispa. Ça ressemble à une éponge. C'est pas un petit buisson quand même, c'est une éponge, c'est un peu différent. Voilà, ça c'est bon. Bien nettoyé, voilà. Et on est capable de les cultiver. Ça maîtrise la culture. Donc ça les vend comme ça, facilement dans le commerce. Voilà, le fameux Gyroporus castanus, hein, le bolet châtain à pied creux, voilà, qui provoque de sévères gastro-entérites. Les ébélos, alors dans lame échancrée et sport rose, tous les ébélos, quels qu'ils soient, sont amers. Donc on ne pourra pas les manger non plus. Et si on force un petit peu, c'est une bonne gastro derrière. Voilà, donc confusion possible. Ah non, pardon. Ici vous avez le xanthoderma. Donc quand vous avez un agrégat, le truc c'est au moins de frotter, gratter, et ça doit jaunir assez rapidement. Hein. Ça a une odeur différente, une odeur pas agréable le xanthoderma par rapport aux autres agarics. Même à la cuisson, ça sent vraiment pas bon. Oui, voilà. Alors, il n'y a pas que le jaunissant qui est pas bon à manger, il y a par exemple celui-ci aussi qui a ça fait comme une espèce de racine au pied, dans la radicante, donc évitez de le manger. Voilà. L'épiode un peu plus petite que la qu'on appelle Venenata, que l'on peut confondre avec la Rhacodes, mais qui est vraiment pas terrible non plus. L'omphalote de l'Olivier, la confusion avec voilà, les vraies girolles ou les faux girolles. Ça pousse en touffe sur les arbres, notamment les oliviers, les arbres, et ça a des vraies lames et des lames vraiment très décurantes. Ça a des couleurs orange flashy. C'est quand même assez rare, Et ça pousse plutôt dans le sud-est, hein, pas tellement vraiment dans nos régions. Donc là, ça provoque une gastro. Et là, je dirais, c'est de la confusion vraiment grossière avec la vraie girole. Voilà. Donc voilà, la confusion, vous voyez, ici vous avez une vraie girole, avec ses plis tout fripés, et là vous avez la fausse girole. Donc là, vraiment pas terrible du tout. Voilà. Quelques petites consignes concernant la cueillette des champignons et quelques précautions à prendre. Donc évidemment, au moindre doute, on ne ramasse pas ou on ne consomme pas. Il faut se méfier des supports que vous utilisez également pour essayer de reconnaître vos champignons. Attention aux applications qui marchent pas mal avec les plantes, etc. Sur les champignons, ça ne marche pas du tout. Lors de la consommation, également, on vous conseille donc de prendre une photo de ce que vous prenez, ce que vous allez manger avant de le faire cuire. Ça permet d'indiquer s'il y a une intoxication, le centre antipoison. Vous pouvez retrouver ces photos et identifier les syndromes qui sont mis en place, vous avez vu, qui sont nombreux. Ne jamais consommer les champignons crus, il faut les faire cuire 20 à 30 minutes ou 15 minutes à l'eau bouillante. On l'a vu, il y a des toxines qui peuvent être détruites par la chaleur, donc il ne faut pas hésiter. Donc on vous a mis, donc il y a le centre, appelez le 15 ou le 112, et je pense que, et voilà. Qu'est-ce que vous entendez par le centre antipoison, vous avez les coordonnées ici. Oui. Enfin, je vous propose 2-3 livres que vous pouvez utiliser. Donc le grand livre des champignons. Voilà. Voilà, Alors c'est moi. merci. Donc celui-ci, en fait, il y a une édition annuelle qui va reprendre la plupart des champignons. Vous avez des trames qui vous permettent, donc, un petit peu comme ce qu'on vous a imprimé, mais qui vont vous permettre de reconnaître assez facilement,
vous aider à reconnaître vos champignons. Donc il ne faut pas hésiter à le feuilleter. Il y a de très belles photos. Également, champignons comestibles et toxiques. Évitez les confusions, donc de Petersen. Là, vous avez carrément, dans ce guide, vous avez un petit cheminement. En fonction de ce que vous avez, vous allez pouvoir naviguer et repartir vers d'autres pages pour retrouver les espèces que vous avez sous les yeux. Donc en fonction des lames, des tubes, etc. Et enfin, un dernier petit bouquin, ça c'est facile à transporter dans les bois, donc c'est déjà un premier accès à l'information. Voilà pour les livres. Merci, Elodie. Ensuite, on voulait vous proposer quelques balades. Vous avez la possibilité de vous initier avec des professionnels. Alors là, donc on a une certaine Aurélie, que vous connaissez, M. Boyer, qui organise des sorties plutôt dans le Médoc. Et voilà, si vous avez un petit week-end et que vous avez envie de vous balader, c'est une bonne occasion. Donc vous pouvez aller sur champignon-sauvage.com et là vous allez rentrer en relation avec cette association qui vous permet de faire des sorties d'environ 1h30. Ensuite, on a la Société Linéenne de Bordeaux, qui est une association qui existe depuis bien longtemps, qui fait des sorties sur différents thèmes, et notamment les champignons. Donc ils organisent le 9 novembre à Bernos-Bolac une sortie. Donc il y a un rendez-vous qui se prépare à 9h30, c'est 5 € par personne. Donc le matin, vous ramassez des champignons et un petit pique-nique et reconnaissance des champignons. Donc s'il y en a qui sont intéressés, reviennent vers moi. Il y a une adresse mail pour s'inscrire. Il faut s'inscrire impérativement. Vous le mettez sur votre page Facebook, ça Oui, si vous voulez, je peux le mettre. Sur Internet. Oui, on mettra sur le Facebook. Donc, sinon, je ne prends pas de note. Voilà. Et vous avez ils organisent aussi des expositions à la Maison de la Nature à Gradignan le 16 et le 17 novembre prochain. Et enfin, vous avez le SEMA de M. Boyer qui organise des sorties d'information. Donc, M. Boyer va prendre 5 minutes pour expliquer ce que c'est que le SEMA. Et peut-être, il y a des sorties, mais plutôt autour de Bordeaux. Vous m'aviez dit aussi qui sont prévues là. Bon, je vais aller très vite. Et si vous pouvez noter ou demander à notre pharmacien de retenir nos 2 numéros de téléphone, je vous expliquerai pourquoi. Et laissez-moi vers le bas. C'est une association qui a 15 à 18 ans. Et on travaille beaucoup avec le centre antipoison, nous allons en parler. Pas pour vous écœurer de manger des champignons, mais il y a quand même des choses qui sont importantes. Et on fait partie de la mycolyse, je vais vous en parler aussi. Et puis on a travaillé avec CapScience, etc. Et différentes mairies, différentes associations. Dans le centre antipoison, nous sommes partenaires du centre antipoison. Et Magali Labadi, qui est la chef de service de ce centre antipoison, fait partie du bureau du SEMA. Donc on est en étroite relation amicale et professionnelle. Et le centre antipoison, ils ont inventé quelque chose, les médecins urgentistes, qu'on appelle la mycolyse, qui existe depuis 7-8 ans, je crois, voire plus. Oui. Voire plus. Il existait des trucs sur les plantes toxiques avant, Voilà. et puis ils ont lancé un truc. Alors ils ont l'idée, voilà, absolument, de faire mycolyse, ça veut dire liste des champignons, parce que les médecins urgentistes, ce sont des médecins, comme vous l'a expliqué Alain Descendy, ils connaissent très bien les syndromes, les symptômes, mais ils ne savent pas forcément quelle est la tête du champignon qui provoque ces intoxications. D'où l'intérêt, comme vous l'a dit Antoine, de prendre des photos avant et de vous inquiéter avant de les manger plutôt qu'après. Enfin bon, bref. Et dans le SEMA, il y a 6 référents qui sont titulaires du DU. Bon, ça c'est pour la brosse à reluire. Et Alain, Sandy, tu fais partie du Oui, la mais mycolyse. je suis dans la mycolyse, mais généralement ça n'arrive pas jusqu'à moi. Le champignon il est déterminé avant que. Ah oui, oui, il faut être rapide. Hein. Ouais, Le Gamberto, machin. c'est que. On a fait des champignon sur le champignon comme champignon. Alors le principe de la mycolyse, une fois de plus, les
les médecins urgentistes sont des médecins. Nous, on est mycologues, enfin, soi-disant mycologues, et pas forcément médecins. Donc, comme ça patinait un petit peu, ils se sont mis en... Cet atelier mycoliste au niveau national, et c'est une interface entre les médecins et les mycologues. Je m'explique, lorsqu'il y a un cas d'intoxication, les médecins urgentistes nous envoient des photos quand il y en a. Alors les photos, je vous expliquerai comment faire pour nous les envoyer. Et il y a toujours, sur les 50 ou 60 participants de la mycoliste au niveau national, il y en a toujours un qui est réveillé et qui tente de donner une réponse, confirmée par d'autres collègues ou pas. Voilà par exemple, ça c'était hier ou avant-hier, tous les jours, et ce n'était que de prise d'écran, hein, tous les jours, en saison comme ça, on reçoit 40 à 80 messages journaliers de demande d'identification. Donc ça veut dire quand même que, comme vous l'avez dit Alain tout à l'heure, ça veut dire que les gens font n'importe quoi et que plus il y a de champignons, plus ils vont dans les bois, plus ils mangent n'importe quoi et ils se retrouvent. Je peux vous raconter des anecdotes dans la mycoliste, on nous envoie des photos de champignons, très bien. La plupart du temps, le pied est coupé, donc pour les amanites blanches et toxiques et mortelles, c'est un peu difficile, mais bon, on a l'œil, même sans ça, on a l'œil. Et ensuite, les champignons, quand ils les ramènent chez eux, donc ils font des photos éventuellement parce qu'ils ont des doutes. Alors on voit très bien le carrelage de la cuisine, mais on voit beaucoup moins bien le champignon. Donc c'est ça la vie. Ou bien on a droit à des photos de champignons dans la poêle. Soit ils commencent à cuire, soit ils sont déjà bien cuits. Donc là, les lames, les lamelles, les tubes, etc., c'est assez difficile à s'y retrouver. Et on a aussi des champignons avec du vomi. Mais alors cette mycolie, c'est un outil extraordinaire qui permet de faire gagner du temps et de sauver des vies. Parce que plus le protocole de soins est mis en place rapidement, meilleurs sont les résultats. Bon, je passe parce que le syndic en a déjà parlé, la maladie de phalloïde, c'est pendant 2 jours, on ne sait pas trop si c'est une gastro, une fatigue, un truc comme ça. Et si on a des photos de maladie de phalloïde ou de suspicion, il faut aller très vite, sinon en 7 jours c'est plié. Oui, alors les limites, c'est que la qualité des photos n'est pas toujours très bonne, que le champignon photographié n'est pas forcément celui qu'ils ont mangé. Et la qualité, oui, bon, ça d'accord, la qualité, quand c'est des champignons vieux qui sont attaqués, abîmés, tout moisis, c'est très difficile aussi de pouvoir déterminer avec exactitude. Et en plus, il manque sur les photos l'odeur, très important, on a fait tourner, il y a des odeurs intéressantes, la saveur, tout champignon peut se goûter à condition de recracher, doux, amer, piquant, etc. Et ça, sur la photo, on n'a pas. Le SEMA, histoire de continuer la brosse à reluire, on fait partie de la CAFAM, avec Rodi Sanchez que vous avez en photo ici. Adonis Fongifrance, toi ça doit te parler. C'est des organismes de très haut niveau qui s'occupent d'établir la liste des champignons, la liste des champignons en voie de disparition, ce qu'on appelle les listes rouges. Ça, c'est un travail où toutes les sociétés mycologiques se regroupent pour arriver à l'échelon national. Et puis on travaille aussi avec le conservatoire botanique d'Audange, qui fait pas que du champignon. Et on travaille aussi avec le portail Gobelia. Gobelia, c'est un petit peu le pendant de Fongiref ou quelque chose comme ça. Et donc, voilà, on est aussi impliqué, quasiment toutes les sociétés régionales ont décidé de se mettre en réseau. Ça permet d'échanger nos trouvailles, de travailler beaucoup plus la main dans la main, de faire des sorties à droite, de faire des sorties à gauche. Les gars des Pyrénées sont contents de venir chez nous parce qu'ils n'ont pas les mêmes champignons que dans leur forêt. Et nous, on est contents de sortir de nos pinèdes pour aller dans les traits d'altitude.
Donc tout se passe très bien. Et actuellement, on a plusieurs sociétés, dont celle de Guillaume Les Sortiers, qui a écrit, qui est un des livres de référence. Les conseils, alors je reprends très rapidement, ça a déjà été dit, mais le problème dans l'enseignement, c'est de répéter, de répéter, de répéter. Et pas de sac plastique, on l'a bien vu, parce que les champignons sont des organismes excessivement putrescibles. Et voilà, l'identification des champignons parfaite et bien cueillis, entier, le couteau dans la poche s'il vous plaît, et pas pour couper le pied, on déterre bien, quitte à nettoyer un petit peu ce qui est en surplus. Ne pas manger cru, ça on vous l'a déjà dit. La cuisson de fromage, on vous l'a déjà dit. Et sachez que le champignon, c'est pas un aliment, ça remplace pas le steak, ça remplace pas le poisson, ça remplace pas les pâtes, ça remplace pas ce que vous voulez. C'est un condiment. Donc vous n'allez pas manger 1 kilo de cornichons par exemple dans la journée. Il faut faire de la gustation avec les champignons et en manger en petite quantité et jamais par repas successifs, ce qui a pu provoquer les rhabdomyolyses par exemple. Bon, avec ça, oui, même chose pour finir. Les applications sur smartphone, ça marche très bien pour les plantes. Ouais, Ça marche quasiment pas beaucoup pour les champignons, c'est très dangereux. Ne serait-ce que parce que ce sont des applications qui ont été inventées aux USA et que c'est des champignons de là-bas qui sont répertoriés. Et il se trouve qu'il y a des champignons américains qui ressemblent fortement aux nôtres, mais qui n'ont pas du tout la même comestibilité, par exemple. N'hésitez pas à nous contacter, vous Aurélie ou moi. Vous nous envoyez des photos de champignons et on tente de vous répondre sous réserve que c'est de préférence des photos sur in situ, sur place, là où vous les avez trouvées, ne serait-ce que parce qu'il y aura des feuilles, il y aura des herbes, il y aura des aiguilles de pin. Donc déjà, nous, ça va nous donner un indice sur le biotope et ça peut être très important. Photo au-dessus du champignon, photo de dessous le champignon, pour voir si c'est des lames, des aiguillons, etc., etc. Le champignon bien déterré, on en a déjà parlé. Et puis de coupe verticale. Vous avez vu tout à l'heure que sur certains champignons, les xérocomus, je vous les ai coupés en deux, en vous disant que la couleur que va avoir le pied de haut en bas va permettre de faire une identification. Bon, là, sans aller jusque-là, c'est important pour savoir, par exemple, le Gyroporus castaneus, il a le pied creux. Donc là, tout de suite, on peut vous dire ce que c'est. C'est pas difficile. Et puis, un petit mot sur chêne, châtaignier, sol siliceux, sol argilo-calcaire, peuplier, frondaison, enfin ce que vous voulez. Ça permet aussi de préciser la détermination. Et pour finir, notre pharmacien préféré vous a parlé déjà de 2 livres, de 3 livres. Ceux-là, ce sont les bibles de référence du mycologue. Alors vous en avez un qui traîne par là, si vous voulez vous le consulter. Dedans, il y a plus de 1500, je crois. Oui, mais ça, il a 10-15 ans, celui-là. C'est les parties, les gros bouquins. Celui de Régis Courtecuisse, c'est son nom, c'est comme ça. Et c'était le numéro 1 de la mythologie nationale. Et il a écrit ce bouquin, qui est absolument superbe, et où il y a des aquarelles, vous regarderez. Et par moments, une très bonne aquarelle, ça vaut mieux qu'une mauvaise photo. C'est un pharmacien qui l'avait fait. Et le bouquin de Desartiers que vous avez à droite, lui, ce sont des photos. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, commencez par Desartiers haut. Celui de Courtecuisse, il est un peu plus ardu pour se promener dedans. Il faut déjà avoir de bonnes connaissances. Et c'est un peu moins lisible. L'idéal, c'est à la fois les deux, parce que vous avez à la fois des aquarelles et à la fois
des photos. Bien, et puis merci à tous pour votre attention. Bon, vous avez vu, c'était un peu dense. Donc voilà, on va décanter tout ça. On vous remercie à tous d'être venus. On remercie ceux qui nous ont suivis sur les réseaux jusqu'au bout. Bravo. Et puis merci à l'équipe de la Pharma. Merci à Monsieur Boyer évidemment d'être venu, à Monsieur De Sandy. Ça m'a donné l'occasion de nous revoir. On vous propose on vous dit bye bye sur les réseaux. Et puis si vous voulez, nous on vous propose une petite restauration parce qu'il est tard et ça garde pas forcément un petit peu. Merci beaucoup. Merci.